mais surtout un combat moral, celui de refuser que la liberté africaine soit concessionnée, que la souveraineté soit conditionnée, que la dignité soit marchandée. Et si Fanon nous parle encore avec une telle force, c'est parce qu'il nous a prévenus avant l'heure que la vérité, la véritable trahison de l'indépendance ne viendrait pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Des élites qui renoncent, des dirigeants qui négocient au rabais, des États qui préfèrent reconduire le système plutôt que l'affronter. Aujourd'hui, alors que l'Afrique vit une nouvelle onde de révolte souverainiste, alors que des jeunesses entières refusent de reproduire les mêmes illusions, alors que des gouvernements, dont le nôtre, assument leurs responsabilités historiques, remettent en cause les dogmes hérités du passé, le message de Fanon retrouve une clarté foudroyante. Oui, il avait raison. Et aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de détourner les yeux. Nous n'avons pas le droit d'être les nouveaux comptables de cette liberté sous tutelle. Nous n'avons pas le droit d'être les héritiers complaisants de cette trahison inaugurale. L'Afrique ne demande plus l'indépendance. Elle exige la souveraineté. Cette souveraineté, Fanon nous l'a enseigné. Cette souveraineté n'est pas une proclamation, c'est une rupture. Vient alors le troisième visage de Fanon, celui de l'humaniste, celui de l'homme neuf. Fanon n'a jamais contemplé la violence non comme un idéal, mais comme une conséquence. Il a espéré ardemment l'avènement d'un homme neuf, délivré du complexe du colonisé comme du complexe du colonisateur. Cet homme nouveau, disait-il, ne se définit ni par la race, ni par la rancœur, ni par la revanche. Il se définit par la liberté retrouvée. Et surtout par cette phrase qui restera le fil conducteur du colloque, que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Je le répète ici pour la jeunesse africaine. Vous êtes cette génération qui ne craint plus de regarder le monde en face et de lui répondre par ses propres mots, ses propres outils, ses propres rêves. À ce stade, une question cruciale se pose. Que faire de Fanon en 2025? Et quel appel à l'action cela adresse à nos sociétés? Il n'y a pas de pire trahison que de transformer Fanon en statue. Un Fanon figé, un Fanon de musée, un Fanon inoffensif. Non, Fanon n'est pas un monument. Il est un mandat. Et ce mandat nous oblige. Les axes du colloque le disent clairement. Il nous faut d'abord aborder la lutte pour la dignité. Ce front où se défait l'aliénation et où s'inventent les alternatives décolonisées. Les alternatives décoloniales. Il faut repenser nos langues, nos savoirs, nos imaginaires, rompre avec la dépendance culturelle et symbolique, rebâtir des institutions de savoir réellement africaines, réellement libres, penser le féminisme africain avec un espace d'invention politique, pas comme un emprunt, réhabiliter nos humanités noires, nos spiritualités, nos esthétiques, nos pensées. Vient ensuite l'analyse des sujets révolutionnaires et des contre-révolutionnaires qui tentent de freiner l'histoire. Fanon nous met face à une question centrale. Quelle force sociale porte aujourd'hui la transformation? La jeunesse, les travailleurs, les agriculteurs, cœur battant de la révolution, selon lui, les diasporas, les mouvements citoyens et surtout, quelle force cherche à maintenir la dépendance? Sa lecture de la bourgeoisie nationale reste, hélas, d'une actualité brûlante. Il nous faut à présent analyser la position de l'Afrique et de sa diaspora dans ce monde en profonde recomposition. Il nous faut à présent
analyser cette position. Le colloque nous invite à penser une Afrique qui n'est plus un objet, mais un acteur stratégique. Une Afrique qui s'inscrit dans une configuration internationale où l'hégémonie occidentale vacille, où les BRICS redessinent les alliances, où les puissances se déplacent et où les institutions internationales sont elles-mêmes interrogées par de nouveaux rapports de force. Mais cette réflexion serait incomplète si nous oublions la diaspora africaine, cette 6e région de l'Union africaine. Et c'est peut-être une coïncidence heureuse que son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye ait décidé de consacrer une journée nationale de la diaspora dont la première édition s'est tenue aujourd'hui même. Une diaspora qui n'est pas seulement une mémoire ou une communauté affective, c'est une force économique, culturelle et politique. Aujourd'hui, les transferts financiers de la diaspora dépassent largement l'aide publique au développement. Dans plusieurs pays africains, ils irriguent des millions de foyers, financent des projets, soutiennent l'entrepreneuriat local, stabilisent des économies fragiles. Dans les villes du monde entier, Paris, New York, Johannesburg, Abidjan, Londres et j'en passe, les jeunesses afrodescendantes portent une parole politique nouvelle, connectée, décomplexée, transnationale. Elles se mobilisent contre les violences policières, contre le racisme systématique, contre les discriminations économiques. Elles produisent des savoirs Avant-hier, j'ai eu l'honneur de dîner avec Madame la vice-présidente de la Colombie, première personne afrodescendante à atteindre ce niveau de responsabilité. Et dans nos échanges, j'ai pu apprécier la profondeur de l'engagement de Madame la vice-présidente sur les questions mémorielles et même sur la question de la réparation. Pour beaucoup d'élites africaines, c'est un crime, voire un péché, de penser ainsi, à fortiori de parler de ces questions. Je voudrais rendre hommage à cette brave dame, malgré les pressions qu'elle subit chez elle, et voire même les menaces. La diaspora, c'est aussi un espace stratégique des ingénieurs, des chercheurs, des artistes, des médecins, des entrepreneurs qui constituent un capital intellectuel majeur. La révolution numérique africaine doit beaucoup à ces femmes et ces hommes installés un peu partout dans le monde, qui réinvestissent leurs compétences dans l'innovation africaine, dans les fintech, les réseaux éducatifs, les plateformes de formation, l'intelligence artificielle et j'en passe. Fanon parlait de la décolonisation totale, pas symbolique, totale. Il savait que la libération ne se joue pas seulement dans les capitales africaines, mais aussi dans les circulations transatlantiques, dans les solidarités diasporiques, dans la capacité des peuples noirs à parler d'une seule voix sur plusieurs continents. Il nous revient d'en tracer les contours monétaires, institutionnels, culturels, stratégiques. Il nous revient de comprendre que la souveraineté africaine se construit à Dakar, certes, mais aussi à Bamako, à Bobo-Dioulasso, à Saint-Louis du Sénégal, à Trinidad, à Atlanta, à Salvador de Bahia, à Londres et à Johannesburg, et partout ailleurs. Elle se construit par les États, mais aussi par les diasporas, par les politiques publiques, mais aussi par les imaginaires, par les sciences, la culture, la mémoire et les luttes. Dans un monde en recomposition, la diaspora n'est pas un appendice, elle est une avant-garde. Vient ensuite un front majeur de notre émancipation, celui de l'économie de la dignité. Aucune dignité n'est possible sans souveraineté économique. Et aucune souveraineté économique n'est possible sans souveraineté monétaire. Ce n'est pas une équation théorique.
Ce n'est pas une équation théorique. C'est la condition matérielle de l'émancipation que Fanon appelait déjà de ses voeux. Le franc CFA fut un instrument de stabilité, dit-on, mais surtout un instrument de contrôle, un outil conçu pour prolonger sous un vernis de coopération les réflexes de tutelle et de dépendance. Il a structuré nos politiques publiques, contraint nos stratégies, corseté nos ambitions, limité nos marges de manœuvre et, plus profondément encore, il a façonné nos imaginaires économiques. Il a installé l'idée qu'une monnaie africaine autonome serait un risque, un pari, voire même un luxe. Une monnaie servile ne produit qu'une mentalité servile. La réforme inachevée de l'éco en est une autre. Une réforme annoncée pour tourner la page du CFA, mais qui, dans sa forme actuelle, n'auront véritablement qu'avec le symbole, pas encore avec la structure. Nous devons le dire avec franchise, changer de nom sans changer de logique n'est pas une révolution. C'est un rebranding de la dépendance. La bataille pour la monnaie africaine reste un front majeur. Un front politique, certes, mais aussi un front culturel et psychologique. Car une monnaie, ce n'est pas seulement du papier ou du code numérique. C'est la matérialisation du pouvoir d'un peuple, la traduction concrète de sa capacité à décider pour lui-même. La preuve qu'il accepte de compter sur ses forces, ses ressources, ses institutions, et non sur la protection paternaliste ou les arbitrages lointains de notre centre. Pour Fanon, la domination n'était jamais purement militaire ni administrative. Elle pénétrait les structures mentales, les habitudes de pensée, les réflexes de soumission intériorisés. La question monétaire en Afrique est précisément cela, particulièrement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Bref, en Afrique francophone. Un champ où se joue encore la lutte entre dépendance et désaliénation.